Bonjour YouTube. Je suis assez choqué. Vous vous rendez compte? Je crois que c'est quand même assez honteux. Est-ce qu'on peut en parler 2 secondes? La France insoumise a refusé l'accès de son université d'été au journaliste du Monde Olivier Pérou, co-auteur de l'illustre livre enquête La Meute sur la France insoumise. Une interdiction d'accès qui n'était pratiquée jusqu'ici que par l'extrême droite et par Macron et le PS aussi et LR d'ailleurs aussi. Ouais, en fait, tout le monde. Bref, on va en parler du coup. Alors, ça a été vraiment le feuilleton de ces derniers jours. C'est absolument fascinant. Parce que du coup, en ce moment, comme vous le savez, c'est les universités d'été de la France Insoumise. Coucou le chat, je sais que certains d'entre vous y sont. Et du coup, à chaque fois aux universités d'été, il y a des journalistes qui sont accrédités, etc. Et là, la France Insoumise, ils ont dit euh, je vois sur les demandes d'accréditation, il y a le mec qui a écrit le bouquin La Meute. Donc, vous vous rappelez le bouquin La Meute, là j'en ai parlé, hein, vous irez voir mon autre best-of là-dessus. Vous savez, donc le bouquin qui raconte que des mensonges sur la France insoumise, qui dit oui, c'est une secte, le culte du chef, c'est de l'emprise. Enfin bref, globalement, qui traite les militants comme des abrutis, qui vient fouiller et dire des mensonges aussi sur la vie privée, notamment Caroline Fiat, qui était en mode pourquoi vous dites que mon mari il était absent alors qu'il était extrêmement présent, etc. Enfin bref, donc qui invente toute une vie de famille à Caroline Fiat, enfin voilà, qui s'attaque aux enfants littéralement pour salir les cadres politiques, qui invente des surnoms à certains cadres politiques alors que c'est les autres. Genre typiquement, encore une fois, hein, je vous rappelle qu'ils ont osé dire dans leur bouquin que Bastien Lachaud et Colline Maigre étaient surnommés les Thénardier, alors que chaque personne qui a été de près ou de loin à la France Insoumise sait très très bien que le surnom les Thénardier, c'était le surnom d'Alexis Corbière et Raquel Garrido. Donc un livre très 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 sérieux dans lequel il y avait aucun contradictoire, où ils ont dit des conneries sur Bompard, que quand ils ont interrogé Bompard, ils lui ont pas demandé de s'exprimer sur les rumeurs qu'ils avaient entendues, lui, et que du coup il n'a même pas pu officiellement dire qu'il réfutait des informations en disant que bah non, ça n'a pas existé, notamment qu'apparemment Mélenchon l'aurait engueulé dans les couloirs du Parlement européen et lui a dit achète-toi un cerveau. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Et Bompard il a dit bah non, il m'a pas dit ça, mais vous auriez pu me demander à moi au lieu de vous concentrer sur le mec du PS à qui vous avez demandé cette information et qui vous a dit ça. Donc voilà, même c'était voilà, un livre de très grand, de très 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 grand journalisme et qui a permis aussi accessoirement de déverser une campagne de bashing anti-France Insoumise pendant 3-4 semaines sur tous les médias français. Tout ça pour dire que donc Olivier Pérou, l'un des co-auteurs de ça, donc il a fait une demande d'accréditation et la France Insoumise, bah ils étaient en mode bah non en fait, genre non, enfin je veux dire tu nous as insultés et t'as dit des mensonges sur nous. Donc nous quand on a des journalistes chez nous, c'est pour qu'ils fassent leur travail, pas pour qu'ils inventent des trucs. Donc sachant que tu t'es bien amusé à raconter des trucs salaces, un peu dégueulasses et des mensonges sur la famille des nôtres, bah non en fait. Enfin, le monde, vous nous envoyez quelqu'un d'autre. Et alors là, qu'est-ce qu'ils ont pas fait les insoumis? Ça a commencé avec Lilian Alemania, donc qui est le rédacteur en chef adjoint France politique éco-sociale de l'IB, auteur de Mélenchon le plébéien et à la conquête du peuple. Donc lui-même qui a écrit certains bouquins sur Mélenchon, tu vois, genre il est en mode ouais, mais quand même, c'est quand même mon fonds de commerce d'écrire des bouquins sur Mélenchon. Donc voilà. Un immense soutien à Olivier Pérou. Empêcher un journaliste de venir travailler parce qu'il a coécrit un livre qui déplaît, c'est indigne d'une formation politique de gauche. Un immense soutien. Et après, ah oui, aussi pendant ce temps, tu sais, il y avait une viewing party de Drag Race. Et du coup, Manon Aubry a fait ah, c'est pas aux universités des têtes du RN qu'on regarde Drag Race. Elle était en mode ah, trop bien, let's go, Team Mami Wata, etc. Blablabla. Et Lilian Alemania, ce chien, quand même, il a co-tweet son truc en disant mais c'est aussi aux universités d'été du RN qu'on empêche les journalistes de travailler parce qu'on n'aime pas ce qu'ils écrivent. Hein, voilà, hein, Donc il a vraiment pris le tweet de Manon Aubry en mode fangirl Drag Race pour dire mais oui, mais vous êtes comme l'extrême droite en fait. D'accord. Il y a aussi Edoui Plenel. En fait, là, tous les tweets que je vous sors, en fait, je vous explique, je suis remonté sur le Twitter de Lilian Alemania et j'ai regardé tout ce qu'il avait retweeté. Oh putain, il a retweeté littéralement tous les journalistes qui ont sucé et partagé son tweet. Alors bien évidemment, le premier à partager, c'est Edoui Plenel, bien sûr. Parce qu'en fait, Edoui Plenel, il venait de faire une interview avec Raphaël Glucksmann pour dire regardez, il est tellement bien, je lui suce la bite, regardez, il dit que c'est une faillite morale et politique ce qui se passe à Gaza. Regardez, Raphaël Glucksmann dénonce les crimes de Netanyahou, en fait. Regardez, en fait, c'est bon, il est de gauche. Regardez Glucksmann. Voilà. Donc Edoui Plenel, en fait, en ce moment, il est en train de faire la campagne
La campagne électorale de Raphaël Glucksmann, enfin tu me diras agent de la CIA, reconnaît agent de la CIA. Et du coup, j'imagine il a dû se prendre un petit bashing de la part des insoumis comme d'habitude et du coup ça a été un des premiers à parce qu'en fait du coup pour prouver que Edoui Plenel est parfaitement neutre envers toutes les formations politiques et n'a absolument, aucun problème à reconnaître les torts et les mérites de chacun en tant que bon journaliste neutre qu'il est. Bah, du coup, dès le premier truc qu'il a fait, bien évidemment, ça a été de partager l'article, bien évidemment. Jusqu'ici, seule l'extrême droite interdisait les journalistes qui lui déplaisent, que LFI fasse de même, piétinant la liberté de la presse et le droit de critique, contredit sa prétention à démocratiser la République et confirme son cours. Oui, parce qu'en fait, rappelle la meute. L'argument de la meute, c'est-à-dire, faut surtout pas voter François Insoumise parce qu'ils n'ont pas de démocratie interne. Et comme ils n'ont pas de démocratie interne, bah, alors qu'ils prétendent qu'ils sont pour la démocratie en France, bah, on va pas leur faire confiance parce que ça veut dire qu'ils vont être autoritaires parce qu'ils n'ont pas de démocratie interne. Vraiment partie de tous les gens qui sont vraiment obsédés par la façon dont fonctionne la France Insoumise et qui, visiblement, s'en battent un petit peu les couilles quand ça truque les votes au PS, aux écolos, etc. Mais bon, voilà, le problème, c'est la France Insoumise. Donc voilà, donc c'est aussi le même argument de oh là là, ils prétendent être pour la démocratie. Donc bon, rappelle que Macron aussi a refusé d'accréditer des journalistes. Mais bon, comme c'était reporter, on s'en bat les couilles. Il y a eu Pierre Lepelletier, journaliste politique au Figaro, bien évidemment, chargé de la gauche. En fait, tous les journalistes chargés de la gauche qui ont rajouté leur petit grain de sel. En France, au nom de la liberté de la presse, un journaliste ne devrait pas être interdit de couvrir un événement politique, que son travail plaise ou non au parti en question. Tout mon soutien à Olivier Perroux. Donc voilà, c'est ouin ouin ouin, la liberté de la presse. Antoine Oberdoff. Jamais une telle atteinte à la liberté de la presse ne devrait se produire. Jusqu'ici, seule l'extrême droite interdisait les journalistes qui lui déplaisent. Tout mon soutien à mon confrère Olivier Perroux. Jamais une telle atteinte à la liberté de la presse ne devrait se produire. Non mais ils se gênent pas, hein. C'est vraiment une telle atteinte. L'atteinte à la liberté de la presse en question, refuser la décréditation d'un journaliste du Monde en disant envoyer quelqu'un d'autre parce que lui, on a quand même signalé que il y avait un gros problème de déontologie dans sa façon de faire et on aimerait bien des journalistes qui ont une bonne déontologie, quoi. Vraiment, toute cette histoire, ça a été lancé avec comme mot d'ordre numéro un, la France insoumise est contre la liberté de la presse. Parce qu'en fait, ça permet d'en rajouter encore plus derrière le truc la meute. Mais d'ailleurs, by the way, dans la meute et dans les interviews de Olivier Perroux et de Charlotte Belaïch, il y avait un des sujets où il faisait ouin ouin, s'il disait que, en gros, depuis que les insoumis ont appris qu'on faisait un livre sur eux, ils ne nous invitent plus. Ils se plaignaient déjà dans leur bouquin et leur tournée médiatique de 3 semaines pour vendre leur bouquin que la France Insoumise les invitait pas. Mais visiblement, comme personne n'a chialé pour eux, ils se sont dit vas-y, on va en remettre une couche. La France Insoumise ne nous invite pas, voyons. C'est antidémocratique. Ils sont contre la liberté de la presse. En fait, le problème, c'est ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est vraiment une falsification totale de ce dont on parle quand on parle de la liberté de la presse. Parce que, déjà d'une, en fait, de quelle liberté de la presse on parle quand 9 milliardaires possèdent 90%, c'est ça, des médias? Au lieu de chercher des pouilles là aux partis politiques qui veulent pas un tel, etc. Peut-être, je sais pas, concentrez-vous sur le fait que la liberté de la presse est garantie avant tout par des conditions d'indépendance économique. Déjà, c'est le premier truc qui m'énerve, c'est que bon, la liberté de la presse, c'est pas ça. Et ensuite, de deux, c'est que le problème, c'est que la liberté de la presse ne vient pas sans conséquence pour autant. Il y a des nécessités de déontologie. Il y a eu des lois au fur et à mesure de l'histoire qui a non pas restreint, mais on va dire défini les cadres de liberté de la presse. Notamment, la presse n'est pas censée pouvoir faire des campagnes de diffamation massive et publique, etc. Ça a été notamment suite à la campagne médiatique de diffamation qui avait mené au suicide d'un homme politique de la Troisième République, Salengro, exactement. Il y avait une affaire pendant la Troisième République où Roger Salengro, qui était ministre de l'Intérieur en France, il a fait l'objet de campagnes de presse virulentes dès 1924. La presse communiste locale l'accuse d'avoir trahi la classe ouvrière, relaie une rumeur de désertion. Des journaux d'extrême droite l'attaquent régulièrement en raison de son action contre les ligues, donc les ligues d'extrême droite, et son appartenance à la franc-maçonnerie. Des rumeurs racontent que sa femme lui a été infidèle, etc. En gros, il s'est pris une campagne de harcèlement et de calomnie immense, suite à laquelle il s'est suicidé. Et cette affaire Roger Salengro, ça a mené à passer des lois. La Chambre basse vote une modification de la loi du 29 juillet 81 sur la liberté de la presse, visant à rendre la presse plus transparente financièrement,
et moins injurieuse dans son contenu, imposant que la plupart des délits de presse soient jugés dans un tribunal correctionnel et non par un jury, et cetera, et cetera. Donc il y a déjà eu des affaires dans l'histoire où ce qu'on appelle la sacro-sainte liberté de la presse a rencontré des limites, et notamment des limites qui sont nécessaires justement au bon déroulement de la presse. C'est-à-dire que si on veut une information de bonne qualité, il faut nécessairement restreindre les incitations, les possibilités que peut avoir la presse de calomnier, de lancer des campagnes de calomnie et de mensonges, de diffamation, et des campagnes de harcèlement à partir de la presse. Puisque en fait, si on n'empêche pas ça, dans ce cas, on ne peut pas garantir que l'information soit de qualité. Or, le but de la presse, c'est de garantir une information pluraliste à défaut de neutre, de qualité, selon certaines règles déontologiques. Donc, quand la France insoumise dit: «Désolé, Olivier Perrault est allé trop loin, on s'en fout qu'on fasse un article sur» genre littéralement, Lilian Alemania qui fait: «Ouin ouin ouin», le rédac chef et cetera, il a écrit un bouquin sur Mélenchon. Il est pas blacklisté. Tu as le droit d'écrire un bouquin sur Mélenchon et de dire des conneries dedans. Le problème de la meute, c'est que Olivier Perrault, il allait trop loin. Que dans ce qu'il a dit, il a largement violé toutes les règles de déontologie en ne permettant pas le contradictoire, en colportant des mensonges facilement vérifiables. Et en fait, il a fait un travail qui ne s'apparente pas à du vrai journalisme. Sauf qu'à partir du moment où il a attaqué la France insoumise, tous les coups étaient permis. Ce qui a fait que l'entièreté des journalistes s'est ruée à son chevet pour dire: «Ah le pauvre Olivier Perrault», et cetera. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'à partir du moment où tu as une presse qui manque de liberté, où tu as une presse qui est unifiée parce que possédée par les mêmes milliardaires, et du coup, en fait, ça crée une culture professionnelle. Et en fait, quand je parle d'une culture professionnelle, j'en parle beaucoup pour les milieux journalistiques. C'est en fait par la diffusion de vérité a priori. C'est-à-dire que lorsque tu vas fréquenter des journalistes, de n'importe quel milieu, mais là je vais donner l'exemple du milieu des journalistes de gauche, donc on va dire, il va y avoir du Mediapart, il va y avoir du Street Press, il va y avoir du France Info ici et là, il y en a quelques-uns, va y avoir Libération, bien évidemment, etc. Ça va être des milieux qui se côtoient beaucoup ensemble, parce que souvent ils vont couvrir le même type d'événements, hein. Là, je parle pas forcément des événements politiques où à peu près toute la presse est représentée, mais enfin, donc, je parle pas des universités d'été, mais par exemple, ils vont couvrir les mêmes manifestations, par exemple. Ils vont couvrir de la même façon ou d'une façon assez similaire ou avec des angles similaires des salons, le salon de l'agriculture, des trucs comme ça, etc. Parfois même, ils vont être en relais les uns avec les autres ou travailler ensemble sur des enquêtes. Et en fait, ça va créer une culture politique où, à force de se côtoyer, enfin, le milieu journalistique, c'est quand même un tout petit milieu, va se développer une culture commune. C'est-à-dire que, par effet de mimétisme, on va voir spontanément se développer en fait les mêmes a priori dits de la même façon bête par les mêmes personnes. C'est-à-dire que une discussion classique de machine à café, bah, tu vas dire oui, et puis de toute façon, la France insoumise, il n'y a pas de démocratie interne vraiment. Est-ce que c'est avec ça qu'ils nous promettent la démocratie en France? Et genre ça, cette espèce de poncif absurde. En fait, je vous dis parce que je l'ai entendu de la part de journalistes, comme ça, dans une discussion comme ça, et comme une espèce d'évidence que personne n'interrogeait. Et que quand je les ai poussés à l'interroger en mode pourquoi tu dis ça? Genre, le choc dans le regard que j'ai eu en face de moi, rien que parce que au lieu de dire ah oui, c'est vrai, vous avez raison, mais de dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? C'est là que je me suis rendu compte qu'ils ne savaient même plus pourquoi ils pensaient ça. En fait, c'est qu'à force d'entendre ce même pensif répété absolument partout par des gens qui sont à la fois des figures d'autorité, à la fois des figures de confrérie, de confrères, etc., et à la fois, etc., bah en fait, ces personnes-là se mettent à avoir les mêmes réflexes de pensée et à ne plus les interroger. Et en fait, c'est une critique numéro un envers les journalistes, c'est que très souvent, les journalistes finissent par en fait arrêter de penser. C'est-à-dire que les automatismes de pensée, c'est facile parce que ça te permet facilement de trouver un angle, d'écrire un article, et tu te rends même pas compte que tu es dans l'air du temps en faisant ça. Ou alors tu dis que bah, c'est que l'air du temps doit avoir un peu raison. Et en fait, parce que quand même, le journaliste, c'est un métier quand même qui te donne du pouvoir, quoi. Ça te permet d'imprimer une analyse, un angle pour comprendre l'actualité, etc., etc. T'es quand même un faiseur d'informations quand t'es journaliste. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple de vendre un article qui répète des poncifs qui sont dans l'air du temps, et en plus, il y a tout le monde qui te félicite et qui trouve que t'es quand même un super confrère, plutôt que d'aller à l'encontre de l'air du temps. Et du coup, il y a une tendance sociologique dans le milieu des journalistes
de se lisser, de se mettre à tous répéter la même chose et à même ne plus interroger pourquoi en fait ils répètent ces mêmes poncifs. Et souvent d'ailleurs se cacher derrière le fait que les journalistes sont neutres ou alors tendent vers la neutralité et que de toutes les façons il faut pas critiquer les journalistes, sinon t'es quasiment Hitler en fait. Et en fait c'est là où on arrive au truc que leur truc de oh là là la liberté de la presse, bah une des raisons pour lesquelles il y a cet effet-là sociologique dans le milieu dans le milieu journalistique, c'est aussi, bah, parce qu'il y a un air du temps et parce que cet air du temps, il est aussi créé par, je sais pas, tu prends le système Bolloré où va y avoir de la presse écrite et de la presse audiovisuelle, que ce soit télé ou radio, qui vont s'entre-nourrir elles-mêmes. Donc tu as le JDD qui va faire un article, la personne va être invitée sur Europe 1, ensuite ça va créer un débat, le débat va être discuté sur CNews, le JDD va refaire un article dessus et en fait le système Bolloré en termes de presse, ça permet de créer en fait de toutes pièces des informations à partir du vide. Et donc en fait, tu vas créer un cycle et tu vas créer un air du temps parce que avec les associations de mots, avec les phrases, avec les évidences non interrogées que tu vas mettre en avant dans ta façon de te créer, de traiter, voire de créer une information, tu vas imposer un air du temps à partir duquel les autres systèmes devront se poser. Et c'est comme ça souvent que la gauche tombe dans le piège de l'extrême droite en reprenant ces termes et en ayant l'impression qu'il faut tout le temps s'en excuser. Et en fait, le problème de tout ça, c'est que du coup, cet air du temps, il existe en partie parce qu'il n'y a pas de liberté de la presse au sens économique. Parce que je comprends que ça peut être pris comme une critique facile de oh là là, vous nous parlez de liberté de la presse, mais les milliardaires ils possèdent les médias. Tu sais, ça devient presque un poncif. Sauf qu'en fait, cette concentration des médias renforce cet effet unificateur du métier de journaliste. La concentration des médias fait que le cycle de l'information crée de plus en plus cet air du temps et ces évidences non interrogées et du coup crée de plus en plus en fait cet effet d'appauvrissement intellectuel général de la profession de journaliste. Et navré pour Mediapart qui se croit particulièrement spécial parce qu'ils font des enquêtes sur Sarkozy, mais ils sont pas à l'abri de ça non plus parce que ils sont aussi sur Twitter et dès qu'ils voient une polémique sur Twitter, ils pensent à partir de ça. Pareil pour Libération, pareil pour etc etc etc. On appelle ça la doxa. Oui, c'est littéralement la doxa. Voilà. Et en fait, souvent se cacher derrière des mots magiques comme la liberté de la presse, c'est honteux, etc. Ça permet de se cacher derrière des appels à la moralité qui sont vagues pour ne pas avoir à interroger les éventuelles raisons de la France insoumise pour ne pas avoir accepté Olivier Perrou. Le renvoyer à des représentations neutres. Ce ne sera plus la question de est-ce qu'Olivier Perrou a fait preuve de déontologie dans son enquête ou est-ce que Olivier Perrou a blessé humainement des personnes de la France insoumise. Ça va être Olivier Perrou est un journaliste et le journaliste ne doit pas être interrogé. La place symbolique des journalistes comme diseurs de vérité leur monte aussi beaucoup la tête. Oui, bien sûr, mais parce que comme dans tout métier où tu es en situation de prescription, tu peux très facilement ne plus interroger ta situation de domination, particulièrement quand tu es dans un métier paupérisé. Parce que le journalisme, c'est un milieu qui est particulièrement paupérisé. Il y a beaucoup de piges, il n'y a pas beaucoup de thunes, à moins d'être un turbo éditorialiste qui fait le tour des plateaux télé, etc., qui s'en met plein les fouilles. Bah, une grande partie du métier de journaliste est assez précaire, etc. Et souvent, c'est comme les profs. Les profs ont une responsabilité auprès des élèves et souvent, quand tu dis aux profs qu'ils torturent un peu les élèves, ils vont te répondre ouais, mais on a des conditions de travail horribles. Oui, d'accord, mais et c'est vrai, les deux choses peuvent coexister. Mais le problème, c'est que souvent, les conditions de travail horribles vont être utilisées pour ne pas parler. Tu parles pas des conditions de travail, tu dis oui, mais on est une victime. Oui, mais je suis victime, donc tu n'as pas le droit de me critiquer car je suis une victime. Et en fait, c'est ça aussi les journalistes. C'est oui, mais on a un métier précaire et qui est hyper important. Donc ça veut dire oui, mais on est une victime, alors tu n'as pas le droit de nous critiquer. Donc, sous-entendu, je suis victime de quelque chose, donc tu n'as pas le droit de mettre en avant le fait que d'autres personnes sont victimes de moi. C'est le truc en plus qui fait qu'ils sont d'autant plus inaptes à interroger leur position d'autorité et de domination dans la société. C'est que il y a aussi un aspect dans lequel économiquement ils sont un peu en galère et du coup ils peuvent plus se reposer sur cette précarité-là qui parfois n'est même pas la leur d'ailleurs, hein. En plus, c'est parfois ils prennent comme argument la précarité de leurs stagiaires et de leurs pigistes pour dire ouais mais on est un métier précaire. Non non, toi Edoui t'es pas précaire en fait, ferme ta gueule. On connaît ton patrimoine, tu possèdes des boîtes. Tu n'es pas précaire, et oui, Plenel. Mais du coup, en fait, ils vont se reposer sur la précarité des autres pour s'allier à eux, puisque c'est la profession, c'est la corporation des journalistes, et donc ils vont pouvoir prendre les apparats de la précarité et de la victime pour être au-delà de toute critique. Enfin, bref, vous connaissez le classique, quoi. Bref, mais comme je ne suis pas dans le bashing anti-journaliste, je veux bien prêter attention. Parce que quand même, genre, un, 2, 3, 3 articles sur Libé, une tribune dans Le Monde, un article sur Le Figaro,
un article dans Mediapart. À partir de ce micro-événement qui aurait pu être analysé de plusieurs façons différentes, il y a eu un déferlement de soutien jusqu'à une tribune. De nombreuses sociétés de journalistes dénoncent le refus de la France Insoumise d'accréditer un journaliste du Monde à ses universités d'été. Donc en fait, c'est vraiment aller loin. C'est-à-dire qu'on parle de journalistes qui sont infoutus, ne serait-ce que de s'appeler et se mettre d'accord pour faire une tribune en soutien des journalistes qui se font buter à Gaza. Notamment au hasard le fait que il y a 1 ou 2 semaines, il y a toute une tente pleine avec 5 journalistes d'Al Jazeera qui couvrent le conflit et qui donnent des images ultra précieuses depuis le début, qui documentent tout ce qui se passe, qui documentent le génocide, qui se sont fait viser très très chirurgicalement par une frappe de l'armée israélienne, juste après que en fait Israël ait annoncé son plan d'envahir et de coloniser définitivement Gaza. Hop, comme par hasard, qu'est-ce qu'ils ont bombardé? La tente d'Al Jazeera. Ils n'ont pas été foutus de décrocher le téléphone pour dire quand même, les journalistes se font buter à Gaza, etc. Non, en attendant, ils étaient trop occupés à laisser passer à longueur de plateau télé des gens qui disaient que le concept de journaliste n'existait pas en Palestine. Yanis Mamdi, ok, d'accord, les journalistes palestiniens, Al Jazeera, oh là là, c'est des Arabes, ok, super. Yanis Mamdi, journaliste français à Blast, retenu plus longtemps que les autres d'Imadline dans les geôles israéliennes. Il n'y avait aucun contact pendant longtemps parce que Israël a décidé de bombarder l'Iran, vous comprenez, hein, voilà. Il est d'où le soutien de la communauté des journalistes, des super confrères? Ils ont décroché le téléphone pour le soutenir? Non, pas du tout. Oui, vous me direz, c'est un arabe aussi, mais c'est un arabe français. Normalement, les arabes français, ils sont au-dessus des arabes de pas français. Bah, pas de beaucoup, mais au moins, t'es français, quoi. Après, Blast, au lieu de dire ça, ils ont été dans le communiqué. Mais moi, ce qui me déçoit le plus, donc le refus de la France Insoumise d'accréditer Olivier Perrou, journaliste au service politique du Monde chargé du suivi de la gauche à ses universités d'été organisées à Châteauneuf-sur-Isère, est un coup de semonce pour toute notre profession. Carrément un coup de semonce. Un coup de semonce, c'est quand tu tires en l'air avant d'annoncer que tu vas tirer sur les gens. C'est-à-dire que c'est une menace. Enfin, c'est quand même fort. Un coup de semonce pour toute notre profession. Carrément. Il n'appartient pas aux partis politiques de choisir les journalistes qui assistent à leurs réunions, meetings, congrès, conférences de presse, universités d'été, etc. Bah, il n'appartient pas aux journalistes de dire des mensonges. D'autres médias que Le Monde ont déjà subi ces exclusions de ce type, qui ont longtemps été l'apanage des formations d'extrême droite. Il s'agit d'une atteinte grave au droit d'informer, qui s'inscrit dans un contexte préoccupant de recul de la liberté de la presse, même dans les démocraties. Nous, société de journalistes, exigeons. Et carrément, ils exigent. En fait, je trouve ça vraiment amusant. C'est que tu as un système d'accréditation. Les accréditations, c'est bonjour, je suis la presse, je demande l'accès aux universités d'été pour couvrir le truc, etc. Mais c'est une demande, donc on peut refuser. Et justement, leur truc de il n'appartient pas aux partis politiques de choisir les journalistes, etc., etc. Bah, de fait, si. Sinon, tu montres ta carte de presse et tu rentres gratos. Pourquoi il y a ce système d'accréditation? C'est bien parce qu'il y a un léger filtrage qui est d'usage. Les gens le font habituellement, tout le monde le fait. C'est un système de filtrage, déjà pour identifier quels journalistes sont là, pour pouvoir aussi, parce que par exemple, pareil, hein, ils peuvent pas aller partout, les journalistes. Ils ne peuvent pas aller dans les espaces réservés aux parlementaires, aux trucs comme ça, etc. Ils ont un espace pour travailler, enfin, tu as plusieurs trucs. L'organisation de la présence de la presse sur les événements politiques est codifiée. Et oui, désolé, il y a des accréditations, il faut les demander avant. C'est pas mettre vider RT ou Frontières, c'est normal. Bah oui, typiquement. Moi, c'est ça l'hypocrisie de tous les autres partis de gauche qui sont offusqués. Comment on vire la presse extrême droite? Il y a de la liberté de la presse pour la presse extrême droite? Quand l'entièreté de la gauche a dit on va boycotter CNews après le rachat du JDD, on va boycotter le JDD et les médias Bolloré après le rachat du JDD par Bolloré. Ah ben là, oui, l'extrême droite, ils ont crié au fait que les partis politiques ne respectaient pas la liberté de la presse, etc. Mais vous inquiétez pas que Le Monde, Libération, ils étaient contents, hein. Donc en fait, le problème de tout ça, c'est que derrière ces grands mots de liberté de la presse, etc., bah en fait, tout ça, ça sert à occulter la dimension politique derrière tout ça. Pourquoi tout le monde est hyper content du bouquin d'Olivier Perrou? Peut-être parce qu'il y a un militantisme anti-Mélenchon à l'intérieur de la presse de gauche française. Pourquoi ces grands principes ne sont pas réinterrogés lorsque, de fait, tout le monde est d'accord qu'ils sont relatifs, puisque la presse d'extrême droite n'est pas acceptée et que ça pose pas de problème de boycotter ces news. Nous condamnons ces dérives inquiétantes, et appelons les partis politiques à respecter les fondamentaux de la vie démocratique dont ils sont l'un des piliers, c'est-à-dire laissez-vous cracher dessus et vous plaignez pas. Donc la Société des journalistes et Société de rédacteurs, donc AFP, arrêt sur image. Oui, parce qu'il y a Nassira El Moadem qui s'est fendu de son petit tweet aussi, hein. Elodie Safaris aussi, ça m'a un peu déçu. Arte, BFM Business, BFM TV, Blast, pareil, décevant. Capital, Challenge, France Info Numérique, France Info TV, France 3 Rédaction Nationale, France 24, France Télévisions Rédaction Nationale. Putain, mais heureusement qu'ils sont nombreux à France Télé, parce que comme ça, ils peuvent mettre plein de petites étiquettes. La Vie, LCI, Le Figaro, Le Nouvel Obs, Le Parisien, L'Équipe, L'Express, Le Monde, Le Nouvel Obs. Pourquoi ils l'ont mis en...
Dites-vous, ils ont tellement réussi l'exploit de signer cette tribune en quelques heures qu'ils ont même pas vérifié qu'ils avaient pas mis le Nouvel Obs en double, hein, c'est vraiment Les Échos, l'Humanité, L'Informé, Libération, Mediapart, M6, Première Ligne TV. Donc Première Ligne, c'est la boîte de prod de, Cache Investigation. Public Sénat, Radio France, RFI, RMC, Télérama. La question, c'est vous allez faire quoi? Parce que du coup, les journalistes de Libération, ils ont dit ils ont annoncé qu'ils quittaient les universités d'été de la France Insoumise. Et les journalistes de Mediapart, je crois, ils ont dit: «Nous assumons notre désaccord, mais nous ne quitterons pas les universités d'été de la France Insoumise, car il faut informer nos lecteurs.» Belle façon d'avouer qu'ils ont plus besoin de nous que nous avons besoin d'eux dans cette situation. Mais bref. Donc, université d'été de LFI, dans la Drôme, après l'exclusion du Monde, militants et cadres soutiennent. Donc, pardon, du coup, ils disaient: oh là là, ils ont Olivier Perrou, etc. Donc, ils avaient fait leur premier truc en mode: oh là là, Olivier Perrou n'est pas. Donc, il y a Edoui Plenel qui a fait son tweet, t'as machin truc, t'as Oberdorf, t'as Alemania, t'as machin. Bon, t'as tout le monde qui a. Voilà. Et du coup, ils ont refait un truc, parce qu'ils sont trop. Franchement, ils sont pas cons, Libération. Hein. Ils ont lancé la shitstorm, et après, ils se sont dit: vas-y, on va interviewer des gens aux amphis pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de la shitstorm qu'on a créée de toutes pièces. C'est magique. Hein. Mais c'est comme ça que se crée l'information, les gens. Au deuxième jour de l'université de rentrée de la France Insoumise ce vendredi 22 août, le refus d'accréditer un journaliste du Monde à l'événement ne semble pas gêner les encartés insoumis qui soutiennent majoritairement le choix de la direction. Du côté des politiques, on se fait plus rare dans les allées des amphis. Ah, ça veut dire ouin ouin, on n'a pas assez croisé de stars. Sous la tente Anne-Joseph Théroigne, installée autour du lac d'Aiguille, à Châteauneuf-sur-Isère, je savais même pas qu'il avait un nom ce lac. Plusieurs militants insoumis patientent sagement. Il est 15h25 ce vendredi 22 août, et dans quelques instants, une conférence consacrée au milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin doit débuter autour du député Antoine Léaumont. Pour parler du sujet, 2 journalistes ont été conviés. Thomas Lemayeux de l'Humanité et Lina Ricci de Street Press. Le premier est invité à commencer la conversation. Mais avant de disserter sur le projet Périclès, le grand reporter de l'UMA tient à aborder un tout autre sujet, le refus de la France Insoumise d'accréditer le rédacteur du Monde Olivier Perrou à ses amphis. Malgré cet accueil sympathique, je regrette, en tant que journaliste et syndicaliste, qu'un confrère du Monde ait été écarté du suivi de cette université d'été. Ce genre d'espace doit rester ouvert, dit-il. Face à lui, le public reste stoïque. Tu veux dire qu'il n'a pas eu une standing ovation après avoir défendu un mec qui a quand même dit beaucoup de mal des militants insoumis? À un moment, désolé, mais Olivier Perrou, ce qu'il a écrit, c'est ultra insultant pour les militants, en fait. En vrai, Thomas Lemayeux, il a de la chance de pas s'être fait huer, et ça c'est bien parce que les insoumis, c'est la preuve qu'ils sont polis, en fait. La décision de LFI, qui porte pourtant atteinte à la liberté de la presse, bon bref, ça sert absolument à rien d'épiloguer là-dessus, j'ai déjà fait mon tunnel sur la liberté de la presse, ne gêne pas les militants. Au contraire, une immense majorité soutient totalement le choix de la direction. Ils ont raison, affirme Alexis, 23 ans. Il a écrit un livre dégueulasse sur nous. À quoi ça aurait servi de le laisser entrer pour qu'il nous salisse encore plus? Oui, très vrai. Assise sur une table de pique-nique au milieu des food trucks, Julia, habituée des amphis, se montre également solidaire de sa direction. Je comprends qu'ils aient refusé. Pourquoi laisser entrer un journaliste qui nous compare à une secte, dit-elle. Moi, je trouve ça fascinant, c'est que je sens le truc de les militants soutiennent la direction, ils sont tout aussi dictatoriaux que Mélenchon, le méchant Mélenchon, le dictateur. Mais en fait, désolé, genre, ils donnent des réponses valables. À aucun moment, les journalistes ne se sont posé la question de vas-y, on va rentrer dans le débat de est-ce que la meute est un peu insultante envers les militants insoumis? Et est-ce que les insoumis ont le droit de se sentir insultés par ce bouquin? Et qu'importe si la polémique brouille le message que souhaitait porter LFI en cette rentrée, à savoir le soutien au mouvement Bloquons Tout le 10 septembre. Vous inquiétez pas, ça brouille pas du tout le message. En fait, moi j'adore, c'est qu'importe si la polémique brouille le message. Mais grâce à qui? Allô, Libération? C'est vous qui avez fait les articles, c'est vous qui avez lancé le truc en fait. Donc, non mais c'est. Du coup, vous créez la polémique et vous dites: oh là là! À cause de la polémique que j'ai créée, plus personne ne va parler du 10 septembre. D'ailleurs, je vais interviewer Sophie Binet pour dire que franchement, les gens qui ont lancé le 10 septembre, ils sont un peu bizarres et bon, on sait pas trop. Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en supplie, pas à nous, pas à ça. Pascal et Jeanne, un couple de sexagénaires, estiment à l'inverse que LFI aurait pu se passer de cette mauvaise publicité. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne va parler que de ça tout le week-end à la télé, regrette la femme, chapeau sur la tête. J'adore parce que même quand ils trouvent quelqu'un qui va dans leur sens, entre gros guillemets, c'est pour dire putain, ça y est, les journalistes, on leur a balancé leur nonos, et ils vont parler de quoi? Des journalistes. D'ailleurs, c'était le truc de Paul Morao de Révolution Permanente qui était en mode les journalistes bourgeois ont renoué avec leur passe-temps favori, parler de la presse bourgeoise. Et après, c'est vrai que quand les journalistes parlent des journalistes, c'est là qu'ils excellent le plus dans leur métier. Hein. Après tout, en tant que personne concernée. Vitalité démocratique. Aux alentours de la salle de presse, où d'ordinaire les membres de la direction font volontiers des points informels avec les journalistes, les cadres se font plus rares depuis jeudi et l'ouverture de l'événement. Officiellement, les agendas sont surchargés, mais les élus qui passent par là, interrogés par la presse, assument la décision prise.
comme dans la réponse officielle transmise à l'AFP jeudi, où la députée Sarah Legrain explique que n'importe quel autre journaliste du monde aurait été accrédité. Oui, c'est le principe. C'est oui, on n'est pas contre le monde, mais simplement, nous foutez pas dans les pattes un mec, surtout même pour sa santé à lui. Tu vois, t'imagines, t'as des insoumis, ils se baladent tranquilles aux amphis, etc., leur petite bière à la main, et là qui y croisent Olivier Pérou, qui les a traités de personnes sous emprise, d'une secte, infoutus de réfléchir par eux-mêmes parce que c'est le chef qui décide tout à leur place, alors qu'ils sont littéralement en train de se bouffer des heures et des heures et des heures de conférences. Seulement, on n'accepte pas une personne qui a écrit un livre dans lequel on est traité comme des animaux ou comme une secte, affirme-t-elle. Encore une fois, ce qui est une critique valable. En fait, ce que je trouve fascinant, c'est que dans toute cette affaire, la parole des insoumis est traitée comme une espèce d'illustration, de données superflues, où oh là là, les insoumis disent ça. Et en fait, vraiment, aucun journaliste ne s'est posé la question de rentrer en empathie avec ce que disent les insoumis. Oui, oui, encore une fois, ils sont allés jusqu'à mentir sur la famille de Caroline Fiat, par exemple. Ils sont allés jusqu'à présenter Caroline Fiat comme une pauvre femme fragile, mère seule, isolée, je sais pas quoi, mes couilles. Genre, personne n'a fait le bilan du fait que ça reste un bouquin de merde. Que vous défendiez ça comme votre daronne, ça montre le niveau, en fait. Pour justifier l'absence d'accréditation, les Lucs parisiennes expliquent que le journaliste n'aurait pas fait de contradictoire. N'aurait pas fait de contradictoire. Mais ça, encore une fois, c'est vérifiable. Aurait porté atteinte aux vies privées de plusieurs membres de la France insoumise. Ça aussi, c'est vérifiable. Pourquoi le conditionnel? Ah, pardon, la déontologie. Ah non, faut être déontologique. Du coup, tu mets du conditionnel parce que c'est une parole à apporter. Ils gênent moins d'habitude. De plusieurs membres de la France insoumise, une rupture déontologie. Ce que contestent les auteurs du livre, qui n'ont été notifiés d'aucune plainte jusqu'ici pour diffamation ou atteinte à la vie privée. Ah ben ils ont qu'à porter plainte. Est-ce qu'on passe là-dessus? Est-ce qu'il y a besoin de passer là-dessus? Oui, littéralement une réflexion antiféministe. C'est littéralement l'argument de pourquoi t'as pas porté plainte. La presse est là pour dire qu'elle est interdite. C'est un très bon signe de vitalité démocratique, ironise Sarah Legrain. Bah oui, après tout. Bah, vitalité démocratique, censure de la presse, bah vous écrivez des articles là. Donc ça va. Vous êtes là pour dire que vous avez pas le droit d'être là. Qu'au final, faites votre métier quoi. Incroyable Sarah. Malgré la rareté et la gravité de la décision prise, la gravité carrément. Oh là là, mais pète un coup. Le sujet n'en serait pas un. Non, le sujet n'en serait pas un pour les insoumis. Oui, non, ce n'est pas. Ah, vous êtes encore là-dessus? Rétorque un collaborateur quand on l'interroge. Bah, mais oui, bah désolé les journalistes, mais à un moment, enfin, on va vous renvoyer le mépris, quoi. C'est juste en mode vous êtes dans ça là. Ok. Le même, quelques instants plus tard, adressera par message des captures d'écran d'articles de presse relatant des refus d'accréditation semblables de certains journalistes de la part de la présidence de la République par le passé. Les journalistes parlent de leur sujet préféré, les journalistes. Ça n'intéresse personne. Balance également un élu pour tenter de dégonfler le sujet. Non, c'est pas pour tenter de dégonfler le sujet, c'est pour vous envoyer un fion. Nous ne sommes pas chagrins. Dans un tel contexte, la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon était attendue. Mais depuis la scène avec vue sur le lac, le triple candidat à la présidentielle n'a pas abordé à la polémique. Vous vous rendez compte? On s'est fait chier à écrire des articles. On a tout le monde qui a fait des retweets sur Twitter. Et Mélenchon, il n'a pas parlé de nous. Mélenchon, il n'a pas parlé de nous. Mélenchon, s'il te plaît, parle de nous, s'il te plaît. Mélenchon, mentionne-nous. Oh là là, le main caractère syndrome. Oh, fatigue. Pour moi, c'est vraiment l'aveu que ils n'ont fait que ça pour susciter une réaction de Mélenchon et pour pouvoir dire regardez le méchant Mélenchon, de toutes les façons il est méchant avec les journalistes et puis d'ailleurs il parle un petit peu trop fort. Enfin, essayer de nous dire un peu moins clairement que c'était le but de la manœuvre en fait. Donc l'ancien sénateur socialiste a au contraire pris le contre-pied en soulignant, provocateur, le fait que 70 journalistes français et de presse étrangère de toute variété d'opinions sont présents. L'ex-député va même jusqu'à remercier les professionnels de l'information. Puis ajoute « Nous ne sommes pas chagrins lorsqu'ils disent du mal de nous, car nous en sommes désormais habitués, et parce que nous avons souvent l'impression que ça nous aide davantage que ça nous dessert. » La saillie entraîne des rires et des applaudissements nourris dans la foule. Les insoumis peuvent se rassurer, la stratégie de la citadelle assiégée fonctionne toujours chez les leurs. Chez LFI, les rangs sont plus resserrés que jamais. Et ça les énerve, les journalistes politiques. Parce que le petit jeu numéro 1 des journalistes politiques, c'est pour ça qu'en fait, ils n'aiment pas la France insoumise. Comme dans la France insoumise, il n'y a pas de démographie interne, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant globalement. Ça veut dire que les journalistes ne peuvent pas s'amuser à sortir des phrases de personnes de courant opposés pour les faire se friter et pour pouvoir gagner du poids dans un parti. Parce que comment la presse peut influer sur le monde politique en lançant des anathèmes, par exemple. Donc, par exemple, oh là là, un tel en dit un truc horrible, il faut se désolidariser. Et du coup, dans un parti politique avec des courants, bah, un courant peut très bien se dire, ah, je vais sauter sur la polémique, comme ça, je vais utiliser cette polémique pour décrédibiliser les gens d'en face, et peut-être que je vais gagner les élections internes la prochaine fois. Et peut-être que je vais gagner plus de poids dans le parti. En fait, les gens font leur guéguerre interne de parti en se reposant sur les indiscrétions souvent
envoyés par eux-mêmes, bien évidemment, à la presse. C'est ce que faisait Garrido Corbière et toute la gentille clique. Et en fait, le problème de la France insoumise, c'est que, il y a pas ça. Du coup, il y a moins d'enjeux pour faire ça et que surtout que dès que quelqu'un tape sur les camarades, c'est extrêmement mal vu. C'est vraiment un fashion faux pas de taper sur les camarades à la France insoumise. C'est un truc qui ne se fait pas. C'est un principe d'autoconservation et c'est un principe aussi qui garantit notre indépendance vis-à-vis des journalistes. Parce que le problème, c'est que quand tu reprends à ton compte une polémique montée de toutes pièces, dans la presse, par tes opposants et cetera, quand tu la reprends à ton compte pour taper sur les gens de ton propre parti, le problème c'est que tu en acceptes les prémices et que tu acceptes le statut de juge du journaliste. Et donc tu acceptes que la prochaine fois qu'il y a une polémique, si jamais ça a le malheur de tomber sur toi, inconsciemment, tu auras accepté que la prochaine fois tu vas te coucher et que tu vas t'excuser platement. Et que c'est comme ça que les journalistes utilisent cette technique-là de tirer un petit peu sur un petit camp, aller récolter des petits off dans le camp d'en face, etc., pour aussi faire avancer leur pouvoir normatif à l'intérieur de la gauche. C'est exactement ce qui s'est passé après le 7 octobre pour la France insoumise, où la France insoumise a été sommée dans toute la presse grâce bien évidemment à la défection de Garrido, de Autain, de Ruffin, etc. La France insoumise a été sommée de s'excuser à plat ventre, mais la France insoumise ne s'est pas excusée à plat ventre. Parce que comme il n'y a pas d'enjeu interne d'utiliser ça dans des guéguerres de chapelle, et comme il y a une culture de rester soudés, parfois à notre détriment, parfois bon ça la fout mal, mais la plupart du temps c'est ce qui nous permet de rester solide et de rester de gauche et de rester droit dans nos bottes. Et résultat maintenant tout le monde dit ouin ouin c'est un génocide. Edoui Plenel invite Raphaël Glucksmann sur Mediapart pour dire c'est honteux ce qui se passe à Gaza. Et pendant 2 ans on a traité la France insoumise d'antisémite pour avoir dit exactement la même chose. Mais donc comme je vous explique avec tout ça, ce que recherchaient un petit peu les journalistes, c'était de faire réagir la gauche. Bien évidemment, parce que le but, c'est que le reste de la gauche tape sur la France insoumise. Comme ça, la France insoumise se retrouve marginalisée dans son propre camp. Et comme ça, avec un peu de chance, c'est les écolos ou le PS qui sera à la manœuvre parce qu'on n'en peut plus de ces insoumis qui sont décidément beaucoup trop tête dure pour nous. Mais le problème, c'est que, en fait, alors bon, il y a Tondelier qui s'est fendu d'un petit tweet. La liberté de la presse, partout, tout le temps. Simple, élémentaire. Vital pour nos démocraties, en postant le screen de la tribune, etc. Donc Tondelier qui a sauté sur la polémique, mais sans trop se mouiller pour autant, hein. C'est vraiment, elle a dit juste je vous suce, mais je leur tape pas dessus, tu vois. C'est un peu en mode oui, c'est vrai, vous avez raison, je soutiens la liberté de la presse. En fait, c'est un tweet plus en mode regardez, nous on est bien, plutôt que oh là là, la France insoumise c'est pas bien. Tu vois, on voit aussi, il y a un petit peu de la diplomatie dans son tweet. Bon, de toute façon, globalement, on la voit arriver avec ses gros sabots comme d'habitude. Mais le problème existentiel des journalistes, c'est que Olivier Faure, il a pas tweeté. Et que globalement, le reste de la gauche, ils ont pas assez fait monter la sauce en fait. Les forceurs de Libé publient le 5e article sur le sujet, déçus de ne pas voir assez de politique de gauche parler de ce non-événement. Donc encore un article, réaction, parce que c'est ça qui est pratique quand tu crées l'information de toute pièce. C'est que du coup, tu peux faire le follow-up toi-même, tu vois. Exclusion d'un journaliste du Monde de la rentrée LFI. Plusieurs reporters indignés et des politiques timorés. Au lendemain de l'annonce du refus, jeudi 21 août, par le Insoumis d'accréditer le journaliste Olivier Perroux pour un livre qui ne leur a pas plu, les confrères du reporter dénoncent une atteinte grave à la liberté de la presse par Lilian Alemania. Oui, on a compris, tu n'aimes pas les Insoumis. Une gauche très timide. Sur les réseaux sociaux, plusieurs responsables politiques ont fait part ce vendredi 22 août de leur soutien aux journalistes. Dans un communiqué, le parti Renaissance estime que LFI copie les méthodes autoritaires du RN, alors qu'ils ont fait pareil, et dénonce un naufrage absolu. Interdire à des journalistes de travailler en toute liberté et en toute indépendance, c'est s'attaquer à un pilier de notre démocratie, écrit le parti dirigé par Gabriel Attal. Mais à gauche, où si une telle atteinte avait eu lieu à l'extrême droite, tous seraient vent debout. Et à gauche, les gens qui auraient dû reprendre la polémique, les réactions restent bien timides. Ils ont pas assez retweeté. La gauche, elle nous a pas assez retweeté. Pour ce qui est des patrons de parti, seule Marine Tondelier a pris son téléphone. La secrétaire nationale des écologistes a précisé plus tard auprès des journalistes qu'il lui avait semblé nécessaire de rappeler ce qui devait être évident pour tout le monde, et en particulier dans notre camp politique, manifestant le soutien des écologistes à celles et ceux qui ont subi, subissent et subiront ce genre de pratiques, d'où qu'elles viennent. Riposte immédiate des Insoumis par l'intermédiaire du député du Val d'Oise, Paul Vanier. Tondelier applaudit donc la publication de fausses informations, l'absence de contradictoire, les atteintes multiples à la vie privée, l'animalisation de la principale force d'opposition de gauche, une curieuse conception du rôle de la presse. Mais puisque c'est l'occasion de taper sur LFI pour lancer sa campagne présidentielle. Le problème, c'est que c'est vrai. Et ils ont fait pour LFI un journal. Donc, ouin, Olivier Faure n'a pas tweeté. Côté socialiste, pas de réaction du premier secrétaire Olivier Faure.
En fait, genre, c'est vraiment les journalistes, je sais pas si vous regardez encore, c'est pour ça qu'on vous déteste. Parce que vous faites un article et après vous êtes en mode Olivier Faure, je t'ai pas vu faire un tweet. Allez, tweet Olivier Faure là. Hein? Vas-y, faut que tu tweets là. Tweet contre les insoumis tout de suite. Et vous croyez que vous êtes discret? Genre, non, en fait. Désolé. Seuls quelques élus se sont mouillés. Donc il y a des élus du PS qui sont offusqués. Et c'est des nobody, tu vois. Nous, on a besoin d'Olivier Faure parce que personne connaît leur nom aux gens du PS. Et du coup, on a besoin du premier secrétaire, quoi. Parce que sinon, comment tu veux qu'on fasse un article avec Patrick Caner ou Marie-Pierre de la Gontrie? Déjà, elle a un nom noble. Tu peux pas faire un article sur La Gauche s'offusque avec cette meuf qui s'appelle Marie-Pierre de la Gontrie, en fait. On va passer pour des cons. Ils ont fait leur petit article, ouin, 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 Olivier Faure a pas tweeté. Du coup, Olivier Faure a tweeté. Parce qu'on peut toujours avoir confiance en la gauche pour résister à la pression. Donc, bilan de la journée pour Libération. 9 articles, 9, juste pour Libération, hein, pour se plaindre du refus d'accréditation d'un rubricard du Monde ayant pondu un ouvrage diffamatoire insultant, constituant une véritable rupture déontologique, rarement vu un tel harcèlement journalistique. Après 24 heures de frénésie médiatique passée à pourrir la France insoumise, Libération, là, décide de publier une adresse à ses lecteurs, les informant qu'ils quittent l'université d'été de LFI. Les enfants capricieux ont fini de pleurer de rage, désormais ils boudent. Donc bilan de la journée, ouin ouin, ouin ouin ouin, ouin 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 ouin, ouin ouin. Et on applaudit bien évidemment la grande presse de gauche. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est la sauce Dem. Et à cause de ça, on est dans la sauce. Donc l'idée de la sauce Dem, pour ceux qui nous connaissent, c'est une blague, hein, mais c'est une vraie sauce qu'on a fait fabriquer par un saucier à Bruxelles, à base de poire, qui est un peu mielleuse comme une promesse électorale, et ensuite le piment, pour vous rappeler le vrai goût de la trahison. Comme tous les produits qu'on fait depuis 7 ans, on a décidé de prendre ce qui nous semblait être graphiquement la quintessence de la critique qu'on voulait faire. La quintessence de la sauce Demitude, ça peut être par exemple un journal qui fait de l'humour aussi en faisant des unes, faites ce que vous voulez mais votez Macron. Et il se trouve que ce matin, on a reçu un courrier recommandé au bureau de la part de Libération qui Mais non. nous demande donc de ne pas utiliser leur logo. Oh bah Libération. Les grands défenseurs de la liberté refusent le droit à la satire. Un pauvre gauchiste. Alors que nous sommes tous dans le même camp. Nous sommes tous dans le même camp et vous osez nous diviser en censurant les camarades. Moi qui croyais que vous étiez Charlie. Scandale. Je vais faire 10 lives en demandant à Olivier Faure de tweeter. En fait, c'est pas leur logo, mais bon, voilà. Parce que ça leur porterait préjudice, que ça nuirait à leur image. Je pense qu'ils peuvent le faire tout seuls s'ils ont besoin de nuire à leur image. Mon truc... Ça nuit à mon image, dit le mec qui vient de se rouler dans le caca, quoi. Bah désolé, t'avais qu'à pas te rouler dans le caca, hein. On fait de la caricature, on fait de la parodie, vous me connaissez, on est potache. On a reçu ça, on a été un petit peu surpris. On va leur répondre, mais je voulais déjà voilà, vous tenir au courant de ce courrier qu'on a reçu ce matin. On veut bien que tout le monde soit attendu pour 2027, mais nous, on est là juste pour faire des blagues. Incroyable. Je trouve que c'est la conclusion parfaite à toute cette saga de l'hypocrisie et que, encore une fois, comme d'habitude, les grands principes des journalistes ne servent qu'à masquer une seule chose, les réalités politiques qu'ils décrivent. Parce que c'est pas très neutre de parler de politique. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.